Bonjour Maude Bréjon. Bonjour. Un rassemblement est prévu tout à l'heure à Annecy à 11h pour un hommage aux victimes de l'attaque au couteau. Les 6 blessés qui vont mieux, tous les blessés vont mieux, y compris les 4 petits-enfants. C'est le temps du recueillement qui se poursuit à Annecy, mais vos opposants, eux, réclament des comptes tout de suite. Vous réclament des comptes à vous, à la majorité. Dans le Parisien aujourd'hui en France, par exemple, Éric Ciotti, le patron des Républicains, demande à être reçu. Il le demande solennellement, reçu par le président de la République pour parler immigration. Est-ce que Emmanuel Macron doit recevoir le président du Parti Les Républicains ? Oh, ça c'est au président de la République de le dire et certainement pas à moi. Du reste, on partage un constat avec les Républicains, à savoir qu'on a besoin d'avancer sur cette question-là et d'apporter des réponses à une écrasante majorité de Français qui nous le demandent. Une fois qu'on a dit ça, il vous aura pas échappé que les Républicains n'ont pas gagné la présidentielle et qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée puisqu'ils sont 60 députés, là où nous en sommes 250. Donc, partant de ce principe-là, la question, elle est assez simple. Est-ce que Éric Ciotti souhaite qu'il y ait un texte dans les mois à venir ? Si la réponse est oui, il faut se mettre autour de la table et il faut faire des compromis. Il souhaite qu'il y ait 2 textes en l'occurrence. Je note d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on est d'accord, sur lesquels Gérald Darmanin a dit qu'il était d'accord pour discuter, sur la question de l'AME, sur la question des laissez-passer consulaires qui seraient conditionnés à la délivrance des visas, sur la question du rétablissement de la double peine. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Si en revanche ils ne souhaitent pas qu'il y ait de texte, alors il faut continuer comme ça et être dans cette communication des coups de menton. Mais je pense que c'est pas ce qu'attendent les Français. Mais Maude Bréjon, Éric Ciotti vous demande que la discussion s'engage sur la base de leur texte à eux. Vous leur dites quoi ? Mais encore une fois, vous savez, la droite c'est compté. Ils sont 60 députés et donc avec qui ils font passer ce texte si ce n'est pas avec nous. Mais vous-même c'est pareil, vous ne pouvez pas faire passer votre texte sans les LR. Nous, on a fait des pas vers eux. On a dit que sur un certain nombre de sujets, on était prêt à bouger. Sur d'autres, en revanche, on restera droit dans nos bottes. Par exemple, sur la question de l'Europe, parce qu'on ne veut pas aller vers ce qui s'apparenterait à un Frexit migratoire. Gérald Darmanin a très bien expliqué pourquoi. La base d'un compromis. Ce matin, il n'y aura pas de Frexit juridique, Frexit migratoire. Et d'ailleurs, il cite en exemple l'Allemagne où, dans un cas très particulier, la Cour constitutionnelle a estimé que le droit allemand prévalait au droit européen. Éric Ciotti propose de sortir d'un certain nombre de règles, d'un certain nombre de traités européens, si j'ai bien compris. Mais il parle vraiment de... Quand vous êtes dans une copropriété et que vous arrêtez de respecter les règles, par définition, vous en sortez. Nous, notre conviction, c'est qu'au contraire, la réponse à la question de l'immigration, elle est nationale, mais elle est aussi communautaire. Elle se joue aussi à l'échelle de l'Union européenne. Par exemple, comment est-ce que vous faites pour aider davantage les pays de première arrivée à mieux tenir leurs frontières ? Je pense à la Grèce, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, par exemple. Comment est-ce que vous faites pour travailler, pour faire en sorte que les immigrés qui arrivent soient enregistrés, soient contrôlés, soient suivis ? C'est tout l'objet d'ailleurs de l'accord qui a été trouvé entre les 27 pays membres de l'UE cette semaine. On n'en a pas beaucoup parlé. Et qui vise notamment à répartir 30 000 mais c'est un accord historique. Au sein de l'Union européenne. Je précise encore une fois. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Les échelles, en France, il y a 120 000 demandes d'asile rien que l'an dernier. Cette façon de penser qui consisterait à dire que la réponse à l'immigration pourrait être uniquement franco-française, c'est évidemment à l'heure. Et je pense que chaque Français, quelle que soit sa conception de l'Union européenne, on a bien conscience. On est dans un monde qui est ouvert, qui bouge. Et donc c'est ensemble qu'on arrivera à répondre à cette question. Vous dites, on est d'accord avec les Républicains sur l'AME, l'aide médicale d'État, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs lignes qui s'opposent. Non, j'ai pas dit qu'on était d'accord. J'ai dit que ça faisait partie des points sur lesquels on était d'accord pour travailler, pas sur une suppression de l'AME, pas sur une réduction aux seuls soins d'urgence, mais en revanche, par exemple, redéfinir les critères ou le panier de soins, c'est quelque chose sur lesquels on est prêt à discuter. Pas sur une réduction aux seuls soins d'urgence, c'est pourtant pas sur une réduction aux seuls soins d'urgence. Et de façon un peu plus générale, si je peux me permettre, si on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a d'un côté la NUPES qui prétend régulariser tout le monde, on a de l'autre côté le Rassemblement national qui est dans une obsession immigrationniste depuis des années maintenant. Et au milieu de ça, on a des Français qui nous disent « mais bougez-vous, agissez, soyez pragmatiques et mettez-vous autour de la table ». Moi, je dis aux Républicains aujourd'hui, il y a des choses qui nous rassemblent, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, il y a des choses sur lesquelles on l'est moins, mais c'est le principe d'un compromis. Quand vous voulez faire un compromis, chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. Mais justement, on a du mal à comprendre la ligne de la majorité sur l'immigration. Hier, dans le Figaro, un député de votre groupe appelle à être beaucoup plus ferme et à réduire l'immigration légale en France. C'est ça, la ligne du groupe ? Non, c'est une interview, effectivement, qui a été
réalisé et qui n'engage que le député en question. Notre ligne, au fond, en l'occurrence, notre ligne, c'est une ligne de bon sens. C'est pas une question de droite ou de gauche. Et je pense que les Français ont une approche de bon sens sur la question. Si vous êtes persécuté dans votre pays, par exemple pour des questions d'orientation sexuelle, que vous avez le droit de prétendre légitimement à l'asile, que vous voulez vous intégrer sur le territoire français, que vous respectez les valeurs de la République, eh ben, c'est notre devoir de vous accueillir et de vous aider à vous intégrer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une partie fondamentale de ce texte. C'est comment est-ce qu'on travaille sur la question de l'intégration. Ensuite, si vous ne respectez pas les valeurs de la République, si vous n'avez aucune raison de venir sur le territoire français, eh bien, on doit travailler à expulser davantage et à travailler sur les reconduites à la frontière, d'où le conditionnement des visas, de l'obtention des visas, à la délivrance des laissez-passer consulaires qui nous permettent ensuite d'appliquer les obligations à quitter le territoire français. Maude Bréjon, Éric Ciotti dit que votre texte est un texte en même temps et dans la majorité, donc plusieurs voix s'élèvent pour demander d'aller plus loin. Édouard Philippe, par exemple, demande de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968 qui facilite les conditions de séjour en France des ressortissants algériens. Est-ce que vous lui dites d'accord, discutons-en ? Aujourd'hui, ça ne fait pas partie, en tout cas, du texte qui est sur la table. Et il ne me semble pas qu'on ait vocation, en tout cas, dans les semaines et les mois à venir, à avancer sur cette question-là. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées sur les questions d'immigration. Ce texte, ce n'est pas un texte en même temps. Et puis ça, c'est un petit peu des éléments de langage, permettez-moi de vous le dire. Encore une fois... Ça, c'est la mise en scène du gouvernement lui-même. On durcit d'un côté. Porter le texte par Gérald Darmanin pour le côté dur, en quelque sorte, du texte, et par Olivier Véran, qui est issu de l'aile gauche... Ça répond à une réalité. Ouais. Encore une fois, comment est-ce qu'on intègre mieux ceux qui y ont droit ? Comment est-ce qu'on reconduit davantage à la frontière ? Et effectivement, il y a des questions économiques. Mais vous avec savez, ce type de séjour métier en tension dont ne veulent pas les Républicains. Oui, mais l'ensemble des députés LR... Ça va rester dans le texte. Quand ils vont sur leur circonscription, ils entendent, comme moi, dans la mienne, les commerçants qui ont du mal à recruter. Quand vous regardez, par exemple, la question des agriculteurs. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites les vendanges dans un certain nombre de territoires en France si vous n'avez pas de main-d'œuvre issue de l'immigration. Qui est-ce qui fait la plonge dans les restaurants où Éric Ciotti va manger à Paris, dans le 7e arrondissement ? Il sait très bien qui c'est. Éric Ciotti ne veut pas de ce type de séjour métier en tension, ni lui, ni les députés LR. Et vous avez besoin d'eux pour faire passer le texte. Je pense qu'il y a là une partie de posture. Maintenant, il faut voir jusqu'où on va. Il ne s'agit pas de faire de la régularisation massive, et ils le savent bien. Il s'agit de répondre à un contexte économique qui s'impose à nous et à des chefs d'entreprise qui nous disent « j'ai besoin de main-d'œuvre ». Et on voit bien, d'ailleurs, puisqu'on parle d'intégration, que la question de l'intégration, elle passe aussi par le travail. Maude Bréjon, vous restez avec nous, porte-parole des députés Renaissance à l'Assemblée. 8h40, c'est le fil info avec Diane Ferchit. Emmanuel Macron appelle l'Iran à mettre immédiatement fin au soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Le président français demande à son homologue iranien de cesser ses livraisons de drones à Moscou, alors que la Maison-Blanche affirme que la Russie reçoit du matériel de l'Iran pour construire une usine de drones sur son propre sol. L'émotion encore immense à Annecy ce matin, 3 jours après l'attaque au couteau. Un rassemblement citoyen et pacifique est organisé à 11h en soutien aux victimes sur le Pasquier. Les 4 enfants blessés sont ce matin hors de danger. Du côté de l'enquête, le principal suspect est en détention provisoire, placé à l'isolement. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat. Nouvelle fusillade à Valence. Cette nuit, 2 jeunes de 18 ans blessés. Ils sont en état d'urgence absolue. Valence, où 4 personnes ont été tuées par balle le mois dernier. Des règlements de compte entre bandes selon la préfecture. C'est le moment tant attendu, la finale homme à Roland-Garros cet après-midi. Le numéro 3 mondial Novak Djokovic face au numéro 4, le Norvégien Casper Ruud. Début de la rencontre à 15h. Hier chez les dames, la Polonaise Iga Swiatek est parvenue à conserver son titre en battant la Tchèque Karolina Mukova. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Lambré, Laurin Sénéchal. Toujours avec Maude Bréjon, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Maude Bréjon, une motion de censure déposée par la NUPES sera examinée demain à l'Assemblée. Ça vous inquiète ou vous dites c'est la routine ? C'est la 17e contre le gouvernement Borne ? En tout cas, je constate qu'il y a de la part de la NUPES et du Rassemblement national une forme d'obsession de la censure qui est au fond un petit peu inquiétante pour des partis qui prétendent arriver au pouvoir. Donc on verra bien demain. Je vais pas préjuger, cette semaine, et je ne vais pas préjuger du vote qui aura lieu évidemment à l'Assemblée nationale, surtout pas en tant que parlementaire moi-même. Mais je ne suis pas sûre qu'une alliance des votes des extrêmes, ça fasse une majorité de rechange, voyez-vous. En fait, c'est quoi le projet ?
C'est quoi le projet de cette censure ? D'abord, le projet, c'est de faire tomber le gouvernement. Et puis ensuite, d'avoir d'autres élections et on verra bien qui gagne. C'est de marquer le coup, disent-ils, parce que vous les avez empêchés, c'est ce qu'ils considèrent, de voter l'abrogation de la réforme des retraites. Ils disent que vous, votre obsession, c'est l'empêchement. Donc ils réagissent. Je vais revenir dessus, mais c'est quoi en fait le projet de la NUPES et du Rassemblement National ? C'est qu'il y ait d'autres élections. C'est d'avoir Mathilde Panot à l'intérieur, Jordan Bardella à Matignon, Jean-Philippe Tanguy à l'énergie, Maud Bréjon, vous savez bien. Jean-Luc de nouvelles élections. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Oui. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité alternative sur la question du vote. Bien au contraire, cette proposition de loi du groupe Lyot qui visait à revenir sur la réforme des retraites, inconstitutionnelle somme toute, mais enfin passons, ça a été étudié en commission des affaires sociales. Il y a eu un vote. Le fait de revenir sur le décalage de l'âge a été rejeté par les députés qui ont voté. Et ensuite, c'est le groupe Lyot qui, de lui-même, a décidé de retirer son texte. Donc moi, je veux bien qu'on raconte parce que vous l'avez vidé de sa substance, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas nous qui l'avons vidé de sa substance, c'est les députés. C'est les députés, certes, Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains, qui, en commission, ont voté, et donc, comme ils étaient majoritaires, la composition des affaires sociales n'est pas la même que celle de l'Assemblée. Cet article-là a été rejeté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est juste le fonctionnement normal de l'étude de l'ensemble des textes à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'était à ce point important qu'il n'y ait pas de vote en plénière ? Mais je pense que précisément, il y a eu un vote. Mais ce vote, il a eu lieu en commission. Il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Ce vote, il a eu lieu en commission d'abord. Ensuite, effectivement, ils ont tenté de réintroduire des articles, mais encore une fois, c'était inconstitutionnel. Et donc, Yaël Braun-Pivet a fait son travail de présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, quand on nous dit, vous n'avez pas voulu voter, moi, j'ai quand même souvenir d'avoir passé 2 semaines dans l'hémicycle sur la réforme des retraites, avec des milliers et des milliers d'amendements de la NUPES le tout premier passage, et du Rassemblement national qui ont refusé d'aller jusqu'à l'article 7 sur lequel nous, on souhaitait débattre. Ça, c'était le tout premier passage. Après, il y a eu un passage au Sénat. Et quand c'est revenu à l'Assemblée, là, il y a eu le 49.3. Pendant il n'y a donc pas eu de vote. De retirer leurs amendements pour qu'on puisse voter. Ils ont toujours refusé de le faire. La réalité, c'est que le vote avec la NUPES et le RN, c'est uniquement quand ça les arrange. Quand ça va dans leur sens, ça leur va bien. Quand ça ne va pas dans leur sens, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est quand même une vision un peu particulière de la démocratie. Pour vous, Maud Bréjon, la réforme des retraites, elle est derrière nous. C'est un chapitre qui est clos. Écoutez, moi, j'ai bien conscience que dans une pour une partie des Français, pour une large partie des Français, c'est une réforme qui reste impopulaire. Et il y a peut-être sur nos circonscriptions encore besoin d'en discuter. Et je le comprends parce que c'est une réforme qui demande de réels efforts aux gens, dans un contexte qui en plus n'est pas facile. Mais c'était une réforme qui était absolument nécessaire. Maintenant, effectivement, il y a d'autres enjeux. Et c'est aussi ça que j'ai envie de dire aux Républicains quand ils me parlent beaucoup d'immigration. C'est OK, travaillons là-dessus, mais travaillons sur l'écologie. On a besoin de répondre à la question du climat. Travaillons sur l'école. Moi, il n'y a pas un parent d'élève en circonscription qui ne me parle pas de la question de l'école, du fonctionnement des classes, de la réforme du lycée, etc. Alors, en l'occurrence, une des réformes là qui est engagée par le gouvernement, c'est celle de France Travail qui doit remplacer Pôle emploi. Le gouvernement a présenté sa réforme du RSA cette semaine. Les allocataires du RSA devront travailler 15 à 20 heures par semaine sous peine de sanctions. Laurent Berger de la CFDT dénonce une stigmatisation des plus faibles. Quand on gagne 600 € par mois, Maud Bréjon, est-ce qu'on est un assisté ? Non, c'est pas du tout ce qu'on dit. En revanche, je voudrais quand même répondre effectivement aux propos de Laurent Berger et d'une large partie de la gauche. Ils sont en fait dans une solidarité qui est une solidarité extrêmement passive et ils se complaisent là-dedans. Moi, je me contente pas et je me satisfais pas de donner 600 € à quelqu'un par mois et de lui dire débrouille-toi avec ça. On voit aujourd'hui qu'avec le système du RSA, 5, 6, 7, 8 ans après, on a encore plus de 40% des bénéficiaires qui sont encore au RSA, donc qui sont pas sortis de ce système-là, qui n'ont pas réussi à revenir sur le marché de l'emploi. La question, c'est comment est-ce qu'on les aide justement à se former davantage, à remettre un pied dans l'activité pour lever les freins à l'emploi et au fond revenir à ce qu'était la philosophie initiale de système. À la base, ça vient du RMI. Le RMI, c'est quoi ? Dans le I, c'était pour insertion. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans le I de insertion ? Qu'est-ce qu'on a mis dans le A de active de RSA ? Finalement, pas grand-chose. On s'est contenté pendant des années d'épauler la survie de gens qui, au fond, étaient enfermés dans des trappes à pauvreté. Moi, je crois que c'est pas ça la solidarité. Je crois que la solidarité, c'est certes
certes apporter une aide pécuniaire, et ça va évidemment continuer, mais c'est aussi inciter les gens à revenir vers le marché de l'emploi. C'est pas facile, ça demande aussi d'accompagner les professionnels de l'insertion, ça demande d'accompagner les structures, ça demande d'avoir des formations qui soient adaptées, parce qu'on est là sur des profils qui sont souvent peu qualifiés, éloignés du marché de l'emploi depuis longtemps. Mais en tout état de cause, le système actuel, il n'est pas satisfaisant. Et franchement, défendre ça, pour moi, c'est pas ça être de gauche. Mais conditionner le RSA à ce qu'il y ait ces 15 à 20 heures d'activité par semaine, ça veut aussi dire que vous assumez que certains se retrouvent sans ressources s'ils ne remplissent pas ces conditions. Et ce qu'on n'assume pas, et ce que moi je ne veux pas assumer, c'est d'avoir des gens qui restent dans ces trappes à pauvreté pendant 5, 10 ans, avec une aide pécuniaire certes, mais extrêmement maigre, mais ils seront privés qui ne suffit pas à vivre. Ça va pas. S'ils ne remplissent pas les conditions. On ne va évidemment pas faire ça de façon bête et méchante. On voit bien que dans les personnes concernées, il y a une pluralité de profils. Et donc il va falloir adapter ce dispositif. Et ça passera par un contrat d'engagement qui, en fonction de la situation de chacun, des difficultés, de la situation familiale, adaptera les objectifs. Mais il y a besoin d'avoir cette notion d'objectif. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est quoi ? C'est du travail à temps plein et à salaire plein. Et ça, c'est extrêmement positif pour les gens. Je terminerai sur une chose, vous savez, le travail, c'est certes ce qui vous permet de remplir votre frigo et de payer votre facture, mais c'est aussi du lien social, c'est aussi de l'utilité sociale, c'est aussi le sens que vous trouvez dans votre quotidien. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on parle de travail, c'est pour ça qu'on parle de valeur travail. C'est parce que c'est un moment qui fait qu'on trouve une place dans la collectivité. Et c'est aussi vers ça qu'on veut amener ces personnes. En revanche, Maud Bréjon, pour l'instant, le gouvernement exclut toute taxation des plus riches. Ça aussi, ça fait débat au sein de la majorité. Jean-Paul Mattei, par exemple, le patron du groupe Modem, plaide pour un relèvement du plafond de la flat tax qui plafonne la taxation des revenus financiers de 30 à 33%. Ça, on peut en discuter ou c'est tabou ? Il y a une attente des Français sur la question du partage de l'effort. Il faut l'entendre. Et moi, je l'entends. Il y a la question des particuliers. Et là, je rappelle quand même que 10% de l'impôt, 75% de l'impôt sur le revenu est payé par les 10% des plus riches et que seulement 45% des foyers fiscaux paient cet impôt sur le revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que les plus aisés en France sont bien ceux qui contribuent le plus. Et puis ensuite, sur la question des entreprises, prenons la question de l'inflation qui est au cœur de l'actualité, et c'est bien normal puisque les Français la vivent au quotidien. Nous, on considère que le poids de l'inflation, il doit être partagé. D'abord, l'État, qui a largement aidé. Regardez, rappelons ce qu'on a fait sur la question de l'énergie. Le projet de loi pouvoir d'achat qui a été voté il y a un an, qui visait à revaloriser, par exemple, un certain nombre de minima sociaux. Ce qu'on fait là sur la question de l'alimentation. Il y a ensuite une responsabilité, effectivement, de la part des entreprises. Mais alors, elles ont contribué. Et elles contribuent. Ouais. Les remises carburant, on leur a demandé de le faire. Ça suffit pour les énergéticiens ont contribué. Les distributeurs, donc avec le trimestre anti-inflation. Ils ont fait leur effort. D'ailleurs, il y aura 3 trimestres anti-inflation puisque ce sera prolongé. On contribuait aussi. Maintenant, s'il y a besoin de demander plus de contributions, Bruno Le Maire l'a dit, ce que vous demande on pourra le faire. On pourra le faire. Et si il refuse, on ne se privera pas de réfléchir à la question de la fiscalité. Mais moi, je pense qu'encore une fois, ce qui compte, c'est pas les taxes. Quand je discute avec les gens dans ma circonscription, ils me demandent pas, Maud, est-ce que tu as inventé une nouvelle taxe aujourd'hui ? Ils me disent comment est-ce qu'à la fin, il y a davantage d'euros qui arrivent dans notre portefeuille. Et comment est-ce qu'on boucle davantage les fins de mois ? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au fond, les efforts qui soient faits par l'État ou encore une fois par les entreprises, ils profitent directement aux Français. Et c'est pas nécessairement par les taxes, parce que les taxes, ça arrive dans la poche de l'État. C'est pas à l'ordre du jour pour l'instant une réforme fiscale qui amènerait plus de fiscalité sur les épaules des plus riches ou des entreprises. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de faire en sorte que ça arrive dans la poche des Français. Porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, député des Hauts-de-Seine, invité du 8-30.